Vous voulez vendre le manuscrit original de Condorcet et vous avez réussi à réunir une foule d'acheteurs potentiels. Quelle enchère vaut-il mieux utiliser? Alors bien sûr, il y a l'enchère classique où chaque acheteur annonce un prix plus élevé que le dernier prix annoncé, mais il y a aussi tout plein d'autres enchères imaginables, comme l'enchère au second prix dont on a parlé dans l'épisode précédent, où chacun annonce un prix et le bien est vendu au plus offrant au prix annoncé par le second plus offrant. Mais c'est pas tout, il y a encore plein d'autres enchères, et pour déterminer quelle est la meilleure enchère, je vous invite à en découvrir d'autres. En 1637, les Néerlandais découvrent avec émerveillement la tulipe. Très rapidement, posséder une tulipe devient une distinction sociale remarquée, de sorte que les Néerlandais se les arrachent. C'est la tulipomanie. Une bulbe de tulipe prend des valeurs déraisonnables et peut parfois même s'échanger contre un manoir. Les vendeurs sont alors débordés. Face à des hordes d'acheteurs déchaînés, il leur faut une enchère rapide et efficace. C'est là qu'ils inventent l'enchère à la néerlandaise. Le vendeur commence par annoncer un prix très élevé, qu'il descend au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un acheteur se manifeste. Alors, cette enchère néerlandaise, qu'en pensez-vous? Au Japon, l'exact opposé fut souvent utilisé. Autrement dit, le vendeur commence à un prix très bas et les acheteurs sont initialement tous debout. Dès que le prix est trop élevé pour un acheteur potentiel, l'acheteur potentiel s'assoit. Le dernier debout gagne l'enchère et achète le bien au dernier prix annoncé par le vendeur. L'enchère à la japonaise est-elle meilleure que l'enchère à la néerlandaise? Jusque-là, on n'a vu que des enchères en temps réel, dans le feu de l'action. Tous les acheteurs potentiels doivent alors être présents en même temps. Il est peut-être plus simple alors de faire participer les acheteurs via des lettres fermées et ensuite de vendre le bien à l'acheteur dont le prix écrit est le plus élevé, au prix qu'il a écrit. Y gagne-t-on par rapport au cas où les acheteurs participent activement à l'enchère? Et quid de méthodes radicalement différentes? Jusque-là, toutes les enchères reposent finalement plus ou moins sur le même principe. Mais tant qu'à faire, on peut proposer des règles beaucoup plus bizarroïdes. Par exemple, on peut dire à chaque acheteur d'écrire un prix qu'il paiera quoi qu'il arrive, que le bien lui soit attribué ou non. Le bien ira ensuite à l'acheteur qui a écrit le plus grand prix. Alors, une idée de quelle est la meilleure enchère possible? Bon, la réponse est loin d'être évidente, notamment parce que les comportements des vrais acheteurs sont pas toujours super rationnels. Il est bon de rappeler que nous avons des crétins de cerveau qui soignent très mal notre hygiène mentale et n'arrivons pas à penser outside the box, un peu comme si on avait la tronche en biais. Mais supposons pour aujourd'hui que l'enchère soit à très gros enjeu, que les participants ont été sélectionnés par leur patron pour leur discernement et que les patrons leur ont clairement fixé un budget limite pour l'acquisition du bien. Ou dit plus simplement, supposons que les participants soient rationnels. Dans ce cadre mathématique plus restreint, quelle est la meilleure enchère parmi celles que l'on a vues? Eh bien, de façon surprenante, en 1981, l'économiste et mathématicien Roger Myerson a prouvé que toutes les enchères que l'on vient de voir sont en fait équivalentes. Plus précisément, Myerson a prouvé le théorème dit d'équivalence des revenus. Toutes les enchères qui vendent le bien à celui qui lui attribue la plus grande valeur gagnent, en moyenne et à l'équilibre de Nash, le même revenu. Alors, derrière ce théorème, il y a quand même pas mal d'hypothèses qui ne sont pas toujours hyper réalistes. En particulier, Myerson suppose que les différents acheteurs sont neutres au risque. Or, on a vu dans l'épisode 12 que cette hypothèse est incompatible avec le fait qu'aucun d'entre nous n'est prêt à payer des milliards pour jouer au jeu du paradoxe de Saint-Pétersbourg. Soit. Mais supposons pour l'instant et pour simplifier que les hypothèses de Myerson sont bien vérifiées. Est-ce à dire que toutes les enchères reviennent au même? Eh bien non. La magnifique découverte de Myerson qui lui fera gagner le prix Nobel de 2007, c'est que bien souvent on peut faire mieux, mais pour ce faire, il faut s'autoriser à ne pas vendre le bien au plus offrant. Autrement dit, pour maximiser ses gains, un vendeur devra parfois refuser de vendre le bien, même si les prix annoncés par les acheteurs lui garantissent un profit important. Ou encore, un vendeur devra parfois vendre le bien à quelqu'un qui n'est pas le plus offrant, même si le vendeur aurait gagné plus en vendant ce bien au plus offrant. C'est bizarre tout ça. Pour comprendre comment Myerson a pu en arriver à cette conclusion étonnante, il faut bien voir que les enchères et les négociations, c'est un peu comme le poker dont on a parlé dans l'épisode 15. Le gros problème, c'est l'incomplétude de l'information. Le vendeur ne sait pas ce que les acheteurs sont vraiment prêts à payer. Enfin, ceci dit, en pratique, notamment parce qu'ils ont sans doute vu passer beaucoup d'acheteurs, les vendeurs ont quand même une idée de ce que les acheteurs sont probablement prêts à payer. Un passionné de maths serait sans doute prêt à payer quelques dizaines d'euros pour les manuscrits de Condorcet, peut-être même quelques centaines d'euros, mais sans doute pas des millions. Notamment parce qu'un passionné de maths, c'est pas souvent millionnaire. Encore qu'il y a des exceptions. Genre ceux qui ont basculé dans la finance pour devenir milliardaires. Les vendeurs ont donc une idée des préférences des acheteurs. On dit que les vendeurs ont des croyances bayésiennes sur ce que les acheteurs sont prêts à payer. Alors pour les matheux parmi vous, cette croyance bayésienne est une loi de probabilité sur les budgets limites que se fixent les acheteurs. Et on note usuellement grand F et petit f les fonctions de répartition et de densité de cette loi de probabilité.
Eh bien, de façon cruciale, dans le modèle de Meyerson devenu standard en économie, ce qui intéresse vraiment le vendeur, c'est son espérance de gain, c'est-à-dire ce qu'il gagnerait en moyenne en répétant l'enchère avec des acheteurs différents et si chacun des acheteurs était conforme à la croyance bayésienne. Bon, alors ça, c'est pas tout à fait la bonne interprétation des croyances bayésiennes. Il faudrait que je prenne un peu plus le temps de vous parler de ces croyances bayésiennes et il faudrait sans doute tout un bouquin pour aborder tout ça. Quoi qu'il en soit, dans notre cas d'enchère, si le vendeur cherche à maximiser son espérance de gain, il va lui falloir accepter de perdre un peu parfois pour gagner beaucoup d'autres fois. Et ça, c'est précisément ce qu'a conclu Roger Meyerson en 1981. Meyerson prouve que les vendeurs y gagnent à fixer un prix dit de réserve, c'est-à-dire en deçà duquel les vendeurs ne vendront pas. Et de façon cruciale, ce prix de réserve ne dépend absolument pas de la valeur intrinsèque du bien ou de son coût de fabrication. Ce prix de réserve dépend uniquement de la croyance bayésienne du vendeur sur ce que les acheteurs sont prêts à payer. Pour les matheux parmi vous, déterminer le prix de réserve correspond à résoudre l'équation qui est voici. Et ça a une conséquence que beaucoup d'entre vous vont trouver malsaine. Pour maximiser ses gains, un vendeur a tout intérêt à adapter le prix de réserve à ce qu'il croit que l'acheteur est prêt à payer. Autrement dit, pour maximiser ses gains, un vendeur doit discriminer ses acheteurs potentiels. Et ça, si vous êtes déjà allé au Maroc ou au Vietnam, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Surtout si vous êtes rentré dans un magasin en mode gros touriste européen de base. Il vous sera alors virtuellement impossible de négocier un prix comparable à ce que les locaux payent. Pire encore, pour maximiser ses gains, un acheteur doit organiser une bataille à distance entre acheteurs potentiels en se permettant de vendre au moins offrant s'il pense que le plus offrant annonce des prix qui sont très en deçà de ce qu'il est vraiment prêt à payer. Donc si vous constatez que vous payez beaucoup trop cher par rapport aux locaux, sachez que ce n'est sans doute pas parce que vous n'avez aucun talent de négociation. Et ce n'est pas non plus parce que les locaux sont des xénophobes qui détestent les touristes. C'est tout simplement parce que les vendeurs ont une croyance bayésienne parfaitement justifiable et justifiée en le fait qu'un touriste européen est prêt à payer plus cher pour un bien qu'un local, et parce que les vendeurs appliquent, sans doute sans le savoir, une enchère proche de celle de Meyerson. Et tout ça, ça nous amène à un gros problème de société. Et oui, parce que l'enchère de Meyerson, elle est discriminatoire. Alors oui, je sais, discriminer, c'est pas bien et tout ça. Mais il faut bien voir qu'en l'absence de légifération, l'enchère de Meyerson, combinée à la loi des marchés dont on a parlé dans l'épisode 9, montre que la discrimination sera inéluctable. Et ce n'est pas une opinion que j'exprime là, c'est une conséquence d'un modèle mathématique qui semble assez pertinent pour décrire la réalité. Alors, dans le cas de l'enchère de Meyerson, il s'agit d'une discrimination qui n'est pas forcément choquante, puisque ceux qui sont défavorisés sont a priori ceux qui sont prêts à payer plus. Encore que, si vous avez le malheur d'être un pauvre avec une tête de riche, vous allez en fait être très défavorisé par l'enchère de Meyerson. Mais on peut avoir des cas plus controverses, où les preneurs de décision ont tout intérêt à se reposer sur des croyances bayésiennes justifiables et justifiées pour discriminer ceux qui seront directement affectés par les décisions. Alors on pourrait se demander si des croyances justifiables et justifiées ça existe, et bon la réponse est clairement oui, et pour ça je vous recommande l'excellente vidéo de Dirty Biology sur le racisme. Alors certes, dans certains cas on peut peut-être compter sur les valeurs éthiques des preneurs de décision pour ne pas discriminer, mais si les pressions à suivre les incentives sont trop fortes, comme ça peut être le cas par exemple en période de crise, alors en l'absence de légifération et de contrôle, il faut s'attendre à ce que les décisions prises soient discriminatoires. La dernière fois, on a parlé du principe de révélation et je vous avais donné un peu les formules mathématiques à un moment à l'image. Et Cédric P a vu qu'il y avait une énorme coquille dans mes mathématiques. Donc bien vu de sa part. Et là, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule contre YouTube, qui depuis quelques mois a désactivé les annotations. Et du coup, je suis pas capable de corriger ce que j'ai écrit. Ça m'embête vraiment. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui travaille à YouTube, s'il vous plaît, permettez-moi de faire quelque chose pour qu'il y ait pas cette erreur qui traîne encore dans ma vidéo. S'il vous plaît. Mathieu P, Robin Labat, Dojon et Alexandre Martin demandent si l'enchère au second prix favorise vraiment l'honnêteté. Après tout, s'il y a une peluche à vendre, que le premier acheteur dit 1 euro et qu'on le veut vraiment, on pourrait dire tout de suite après 1 million d'euros et a priori personne ne va surenchérir sur nous. Sauf que dans l'enchère au second prix, eh bien tous les prix comptent et en particulier, il n'y a pas de raison de s'interdire d'annoncer des prix qui sont pas le plus haut prix. Et en particulier, un troisième acheteur pourrait dire ce qu'il est vraiment prêt à acheter pour la peluche. Peut-être qu'il est prêt à payer 1000 euros pour cette peluche parce qu'il est vraiment fan de cette peluche. Et à ce moment-là, celui qui vient d'annoncer 1 million d'euros, il va devoir payer 1000 euros pour la peluche, alors qu'il la voulait peut-être pas forcément. Et en fait, c'est parce que chaque acheteur veut éviter de se retrouver dans une situation où il doit payer un second prix qui est en fait plus élevé que celui qu'il est vraiment prêt à payer,
que si vous y réfléchissez, chacun a vraiment intérêt à annoncer uniquement un seul prix et ce prix-là est le prix qu'il est vraiment prêt à payer pour acquérir le bien. Et l'avantage de faire cela, c'est qu'on peut expédier beaucoup plus rapidement les enchères parce que bon, les enchères au premier prix, ça peut durer potentiellement, si les gens avancent centime par centime, ça peut durer une éternité. L'avantage de l'enchère au second prix, c'est que tout le monde a intérêt à annoncer directement ce qu'il est vraiment prêt à payer. Et en particulier, une variante d'un truc qui serait dite à voix haute, ce serait juste d'écrire sur un bout de papier, chacun écrit le montant qu'il est prêt à payer, et puis il signe. On met tout ça dans une boîte, puis on collecte tous les bulletins en gros, puis on regarde dans l'urne quel est le plus haut montant et le second plus haut montant. Et à partir de ça, on vend le bien au plus offrant, au prix annoncé par le second plus offrant. Et ça me permet d'adresser la question de Théo Pantamis qui nous demande si le principe de révélation ne revient pas d'une certaine manière à institutionnaliser les comportements immoraux. D'une certaine manière, oui, ce sera le cas, mais ce sera le cas à l'intérieur d'un algorithme dont on n'est pas obligé de regarder ce qui se passe. Et en particulier, on peut faire en sorte que personne ne soit au courant de ce qui s'est passé dans la boîte. Du point de vue de l'extérieur, tout ce que l'on voit, c'est des participants qui doivent donner des données à l'algorithme. L'algorithme tourne et retourne un résultat. Et c'est typiquement le cas de l'enchère au second prix. En fait, chacun donne une donnée qui est ce qui est vraiment prêt à payer. L'intérieur de l'algorithme, il peut y avoir une simulation de l'enchère au premier prix classique où chacun va surenchérir centime par centime. Et puis, quand l'enchère finit sur un certain résultat, qui correspond à vendre le bien à une certaine personne à un certain prix. Donc tout ça, c'est simulé à l'intérieur de l'algorithme. Mais du point de vue extérieur, tout ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Et tout ce que l'on voit, c'est que le bien est vendu à telle personne au prix du second plus offrant qui est égal à telle somme. Et en particulier, tous les comportements immoraux qui se seront passés à l'intérieur de l'algorithme, finalement, on les connaîtra même pas. Ça m'amène aussi à la très bonne question d'Erankel qui demande, du coup, est-ce que si on applique vraiment le principe de révélation à l'enchère au premier prix, on ne devrait pas vendre le bien au plus offrant au prix du second plus offrant plus une unité négligeable, plus 1 centime ou plus epsilon? Et en fait, oui, ça serait ça techniquement, si on applique vraiment le principe de révélation à l'enchère au premier prix, on devrait obtenir un truc plus epsilon. Après, bon, on prend epsilon aussi petit que l'on veut, du coup on fait tendre vers 0 et on obtient du coup l'enchère de Vickray qui consiste à vendre au second prix plus epsilon où epsilon est égal à 0. Enfin, Daolsal réagit à ce que j'avais dit sur le marché de l'électricité californien où j'avais dit que c'était une très mauvaise idée d'avoir une dérégulation partielle de ce marché. Et du coup, Daolsal nous demande s'il y a des cas où la dérégulation est une bonne idée. Eh bien, il y a plein de chercheurs qui se sont intéressés à cette question. En particulier, le prix Nobel d'économie 2014, Jean Tirole, qui s'intéressait à la dérégulation de beaucoup de marchés. Et ce qui ressort du travail de Jean Tirole, c'est que ça dépend beaucoup des marchés, des cas, du contexte, des incentives, des propriétés en fait du marché. Et il est très important de réfléchir en fonction du marché. Pour certains marchés, la dérégulation peut très bien marcher. Pour certains marchés, ça peut être une catastrophe. Et il y a vraiment une étude économique des acteurs en jeu et des propriétés du marché à faire pour pouvoir déterminer dans quelle situation c'est bénéfique, dans quelle situation ça peut être catastrophique. En particulier, les réponses de Jean Tirole sont très nuancées. C'est pas juste un truc au milieu marche bien. En général, le truc au milieu, en fait, il peut être encore plus catastrophique que la dérégulation totale ou que la réglementation totale. Et dans le cas du marché de l'électricité californien, la dérégulation partielle fait que c'était vraiment catastrophique. La solution du milieu là était vraiment catastrophique. Bref, sur la question de la dérégulation des marchés, il me semble que c'est une question très économique qui demande beaucoup d'expertise et qu'en particulier les caricatures que l'on voit souvent dans le paysage politique du genre il faut tout déréguler ou il faut tout réguler sont souvent pas du tout conformes à la recherche, en tout cas en économie. Encore une fois, j'ai envie de dire qu'il faut faire vraiment gaffe à l'hooligan politique qui est en nous lorsque l'on parle de problèmes un peu idéologiques comme cela. Souvent, les bonnes réponses sont plus subtiles que le clivage classique que l'on peut dépeindre dans le paysage politique. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on a parlé de comment maximiser les gains du vendeur. On peut se poser une autre question, comment est-ce qu'on peut faire des enchères qui correspondent à finalement donner les biens à ceux qui le demandent le plus, qui en veulent le plus. Et ça correspond à maximiser une espèce de bien-être social. Et c'est en fait exactement ce qu'arrive à faire le mécanisme dit VCG, dont on parlera dans le prochain épisode pour Vickray, Clark et Groves. Et ce mécanisme a le bon goût d'être non seulement socialement optimal, mais également incentive compatible. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. The creators respond to incentives of attention and revenue, and they see what is popular on the site and they react accordingly. So fundamentally, what gets made and uploaded to YouTube,
depends on how the site treats content. Roger Myerson proved a theorem which characterized optimal auctions in 1981. Actually, that was part of the work that earned him the Nobel Prize.